Bonjour à tous, aujourd'hui le nouveau programme vous emmène au Brésil découvrir l'un des musées les plus emblématiques d'Amérique latine. Bienvenue dans ce 7e épisode. Nous voici donc pour la seconde fois dans la ville de Sao Paulo. En effet, vous vous en rappelez peut-être, il y a 2 ans je vous présentais la fac d'archi de l'université de Sao Paulo et l'histoire de sa cité universitaire. Mais vous le voyez, c'est cette fois-ci dans un tout autre contexte que je vous emmène. Derrière moi, voici nul autre que le musée d'art de Sao Paulo, ou MASPI, que je vous propose aujourd'hui de découvrir. L'histoire du musée d'art de Sao Paulo commence dans les années 40, lorsqu'un journaliste devenu magnat des communications, Assis Chateaubriand, nourrit l'ambition de fonder au Brésil un musée d'art de niveau international. À cette époque, alors que le monde est affairé à la guerre, le Brésil se révèle sur la scène architecturale internationale, essor symbolisé par l'achèvement à Rio de Janeiro en 1943 de son nouveau ministère de l'Éducation et de la Santé, le Palácio Gustavo Capanema. Attiré par les idéaux modernes que le Brésil leur semble représenter, un jeune couple d'Italiens quitte alors leur pays dévasté par la guerre, Pietro et Lina Bobardi. La rencontre de ces 3 personnages donnera naissance en 1947 au musée d'art de Sao Paulo. Le bâtiment qui abrite aujourd'hui le MASPI a été achevé en 1968, soit plus de 20 ans après la création du musée. Pour vous conter le processus qui a mené à sa construction, je vous propose en premier lieu d'aborder l'histoire de son architecte, j'ai nommé Lina Bobardi. Aquilina Bo, plus connue sous le nom de Lina Bobardi, naît à Rome le 5 décembre 1914. Dans les années 30, elle fait ses études à la faculté d'architecture de Rome, dont elle rejette largement la doctrine historiciste, alors valorisée par le pouvoir fasciste. À peine diplômée, la jeune architecte part en 1940 pour Milan, où elle retrouve son ami et camarade d'université, Carlo Pagani. Ensemble, ils travailleront avec Gio Ponti à l'édition de la revue Domus, avant de créer en compagnie de Bruno Zevi leur propre revue. De retour à Rome, elle épouse en 1946 le journaliste, collectionneur et marchand d'art Pietro Maria Bardi, avec lequel elle part pour le Brésil. Les jeunes mariés débarquent ainsi à Rio le 17 octobre 1946, apportant avec eux leur énorme bibliothèque, ainsi que toute la collection d'œuvres d'art de Pietro Bardi. À peine arrivé, celui-ci les expose au Palácio Gustavo Capanema et l'un des premiers visiteurs n'est nul autre que Assis Chateaubriand. Chateaubriand est alors un des hommes les plus influents du pays, à la tête du plus grand empire médiatique du continent, Diários Associados. Ravi par l'exposition de Pietro, il lui fait alors une proposition que ce dernier ne se permettra pas de refuser, rester au Brésil pour fonder et diriger son nouveau musée. Chateaubriand décide enfin de l'installer dans le cœur économique du pays, là où il trouvera les mécènes, São Paulo. C'est ainsi qu'en 1947, le tout nouveau musée d'art de Sao Paulo est inauguré au premier étage de ce bâtiment, le siège des Diários Associados. Le couple Bardi y façonne un musée d'ordre nouveau, dont l'ambition n'est plus seulement de conserver des œuvres, mais bel et bien de participer activement à la diffusion de l'art. Ils y organiseront ainsi, en plus d'expositions de premier plan, toute une série de cours, y fonderont la première école de design du pays et en feront même la scène de son premier défilé de haute couture. Dans la même période, Lina réalisera l'un des projets les plus emblématiques du modernisme brésilien, la Casa de Vidro ou Maison de Verre, résidence du couple à Sao Paulo. Fort de son succès, le MASPI occupera bientôt 2 puis 3 étages, faisant alors surgir la nécessité d'un bâtiment propre au musée, et c'est sur l'avenue la plus célèbre de la ville, rien que ça, qu'il sera construit. L'actuel musée d'art de Sao Paulo se situe sur l'Avenida Paulista, un axe qui s'étend sur plus de 2,7 km de long, au cœur de la métropole. Jusque dans les années 50, la Paulista est encore une voie strictement résidentielle, siège des luxueuses demeures de l'élite de l'époque. L'avenue se fait ensuite rapidement rattraper par la verticalisation frénétique de la ville, où surgiront nombreux de ses bâtiments iconiques. Elle est aujourd'hui l'un de ses centres financiers, culturels et économiques, symbole par excellence de la capitale pauliste.
Le MASPI vient s'implanter sur un site stratégique de l'Avenida Paulista, une localisation exceptionnelle dans la ville de Sao Paulo. Et pour s'en rendre compte, je vous propose de prendre un peu de hauteur. D'ici, on peut en effet voir que la Paulista se trouve sur la crête d'une colline de près de 100 mètres de haut, l'Espigão Central. Élevant toute la zone centrale de Sao Paulo, l'Espigão est creusé par un fond de vallée sur lequel court depuis le centre historique un autre axe principal, l'Avenida 9 de Julho. C'est là, au croisement de ces deux artères, que se trouve le site où viendra s'installer le musée d'art de Sao Paulo. S'étendant sur tout un îlot le long de l'Avenida Paulista, le site prend la forme d'un rectangle de 85 mètres de long par 75 mètres de large, tronqué sur ses flancs nord-est par le passage des rues Plínio Figueiredo et Professor Otávio Mendes. Celles-ci se rejoignent sur une placette située 13 mètres en contrebas de l'avenue. Le site fait enfin face à l'une des dernières traces de végétation originelle de la zone, le parc du Trianon. Avant le musée, c'était une salle des fêtes, le belvédère du Trianon, qui occupait cet emplacement exceptionnel. Avec sa toiture au niveau de l'avenue, ce bâtiment permettait depuis 1916 de profiter d'une vue imprenable vers le centre-ville. Tout bâtiment construit à cet endroit devra maintenir la vue sur la ville. C'est la condition avec laquelle le propriétaire du terrain en fait don à la mairie, sans quoi il retournerait à ses héritiers. En 1957, alors que le Trianon vient d'être démoli, c'est en partant de cet impératif que Lina Bobardi esquisse le nouveau musée d'art de Sao Paulo. L'architecte conçoit un bâtiment en deux parties, organisées de part et d'autre d'une place, qui recrée le belvédère. Au-dessous, deux niveaux semi-enterrés forment un socle aux façades végétalisées sur lequel est posée la place. Au-dessus, un parallélépipède vitré de 14 mètres de haut, 74 mètres de long et 30 mètres de large met à l'abri près de la moitié de la surface de la place, suspendu 8 mètres au-dessus du sol. L'accès au bâtiment se fait sous ce volume via un couple d'ascenseurs entièrement vitrés ainsi que deux escaliers, un montant sur lequel nous reviendrons plus tard et un descendant qui mène jusque sous la place. Dans l'idée de recréer les usages du Trianon, où se trouvaient une salle des fêtes et un restaurant, l'architecte conçoit cette partie du musée comme un bâtiment à part entière, lui faisant même bénéficier d'une seconde entrée indépendante. Situé au niveau le plus bas du terrain, à hauteur de la placette, cet accès aujourd'hui peu utilisé mène directement au cœur du bâtiment, dans un espace nommé le hall civique. Disposant d'une double hauteur, ce hall d'exposition est entouré de mezzanines, galeries élevées qui donnent à voir en même temps les œuvres des deux niveaux. Ceux-ci sont reliés par un duo d'escaliers rampes de couleur rouge qui ont la particularité de ne pas s'appuyer sur les mezzanines, dressant ainsi deux porte-à-faux de 14 mètres de long qui accueillent le visiteur. L'architecte imaginait ce hall civique comme une sorte de salle municipale qui continuerait à accueillir fêtes et événements aux côtés des expositions temporaires. On y trouve ainsi deux auditoriums, dont un de 500 places, un centre de recherche et sa bibliothèque, un restaurant, tandis que le café et la librairie du musée finissent d'en faire un véritable lieu de ville. Ces espaces sont enfin largement baignés de lumière naturelle par de grandes baies vitrées orientées en direction de la 9 de Julho, sur lesquelles s'expose par ailleurs une végétation exubérante, plantée sur les jardinières de la façade. Alors qu'elle ancre les usages collectifs dans le sol, Lina Bobardi place pour sa part le musée dans un volume flottant qu'elle amarre à la ville par un escalier. En forme de L, cet escalier qui rappelle celui de la Casa de Vidro est bien plus qu'un simple accès. Lieu de rencontre entre l'extérieur et l'intérieur, il articule l'espace, attirant les visiteurs, les invitant à monter lentement une dimension humaine dans un vide à l'échelle démesurée. Au premier niveau, un petit hall donne accès à la salle des expositions temporaires, aveugle, de part et d'autre de laquelle se trouvent les bureaux de l'administration, placés en façade. Ce n'est qu'ensuite qu'arrive enfin l'espace le plus important du musée, qui occupe tout le dernier étage, la formidable pinacothèque. À l'origine noyée dans la lumière naturelle, près de 200 œuvres sur les plus de 10 000 de la collection permanente sont ici exposées d'une manière jamais vue auparavant
dans un espace libre où les tableaux semblent flotter en l'air. Véritable révolution dans la manière de les exposer, les œuvres sont ici détachées des murs pour prendre place au milieu de l'espace, suspendues sur des chevalets de verre. Conçu en même temps que le musée, et spécifiquement pour lui, le chevalet de verre constitue l'aboutissement de la recherche muséographique de Lina Bobardi. Posée sur un cube de béton brut de 40 cm de côté, une plaque de verre trempée d'1 cm d'épaisseur est maintenue à la verticale par une cale en bois entourée d'une membrane en caoutchouc. À l'origine réalisée sur mesure pour chaque œuvre, les chevalets de verre ont été en 2015 reconçus et standardisés par l'agence Metro, qui a réduit leur nombre à 4 modèles, suffisant pour accueillir tous les tableaux de la collection. Les plaques de verre y ont une hauteur fixe et sont toutes suspendues à 22 cm du sol, leur largeur étant la seule variable. La version à 2 blocs a également été introduite, qui, bien qu'apparaissant dans les dessins de l'architecte, n'avait jusque-là jamais été réalisée. Présentée en ordre chronologique, sans aucune distinction de provenance ou d'école, la disposition des œuvres permet enfin aux visiteurs de s'émanciper de toute indication de lecture, les informations n'étant visibles qu'au dos, son regard les associant librement entre elles. Se construit alors un parcours unique, le sien, dans lequel s'entremêlent art noble et populaire, Afrique, Europe et Amérique. Meu nome é Regina Teixeira de Barros, eu sou curadora do acervo do MASP. O MASP tem um acervo muito especial, que é o maior acervo de arte do Ocidente da América Latina. São quase 11 mil peças de antes de Cristo à arte contemporânea, passando pelo Renascimento italiano, passando pela pintura francesa do século XIX. Tem desde Bellini até Van Gogh, Cézanne, Rembrandt, Portinari. São artistas brasileiros e internacionais que a gente encontra aqui. A proposta expositiva, usando os cavaletes de vidro, ela tem muito a ver com a própria arquitetura do prédio. Não é um museu tradicional que tem paredes. O público visitante pode passear, pode ver uma obra ao lado da outra, uma obra atrás da outra, estabelecer relações próprias e criar uma narrativa própria. É uma experiência única visitar o acervo do MASP disposto nos cavaletes. Au-delà de la manière d'y exposer les œuvres, la Pinacothèque illustre avec ses plus de 2000 m² sans aucun point porteur la prouesse technique sans précédent que représente sa structure. Mise au point par l'ingénieur Figueiredo Ferraz, la structure du volume supérieur du MASPI ne prend en effet appui que sur 4 points porteurs projetés à l'extérieur du bâtiment. D'une section de 4 mètres de long par 2,5 mètres de large, ces colonnes monumentales forment l'appui de 2 paires de poutres colossales qui constituent avec leurs 74 mètres de portée le principal défi structurel du bâtiment. Pour éviter qu'elles ne fléchissent sous le poids des charges qui leur seraient appliquées, celles-ci ont dû être réalisées en béton armé précontraint, une technique qui consiste à tirer sur des câbles d'acier traversant la poutre qui, en se tendant, la compriment, ce qui augmente sa résistance à la flexion. Les 2 poutres supérieures supportent ainsi sans problème le poids de la couverture qui y est suspendue, formant au passage les portiques caractéristiques du bâtiment. Les 2 autres, pour leur part, soutiennent à elles seules le plancher de 2 étages, celui de la pinacothèque appuyé dessus et celui du premier niveau, suspendu aux poutres par une série de câbles groupés par 4, visibles tout le long du premier étage. En d'autres termes, le sol qui se trouve sous mes pieds est suspendu à la poutre qui se trouve au-dessus de ma tête par les câbles qui se trouvent juste à côté de moi. Ce plancher suspendu forme enfin la sous-face du bâtiment qui matérialise l'espace majeur de toute l'opération, le vão livre, littéralement espace libre du MASPI. Avec ses 74 mètres de long, nous l'avons vu, il est à l'époque de sa construction la plus grande libre portée du monde, véritable fierté pour toute la nation. Ayant souffert d'un chantier qui rencontrera de nombreuses difficultés et qui durera plus de 10 ans, le MASPI sera finalement inauguré en grande pompe le 7 novembre 1968 avec la présence exceptionnelle de la reine Élisabeth II, mais en l'absence de Chateaubriand, décédé quelques mois plus tôt. Les portiques ne seront enfin peints en rouge qu'à la toute fin des années 80, la dictature militaire au pouvoir depuis 64 et le contexte de guerre froide
rendant à l'époque impensable la présence d'un élément si rouge en plein cœur de la ville de São Paulo. Eu sou Marcelo Ferraz, arquiteto, e trabalhei por 15 anos com Lina Bobardi, inclusive num projeto da pintura em vermelho das colunas do MASP. Olha, eu acho que o MASP ele tem um aspecto urbanístico fundamental. É um projeto que gera uma ação, que interfere na cidade. Você tem esse ato no meio, é a coisa mais genial do museu, é o vão livre. É o vão livre do MASP hoje em dia ele é símbolo nacional, ponto de encontro para todas as manifestações, para as festas, os encontros cívicos, tudo acontece no MASP. Ele não é simplesmente um vão, ele é um abrigo para o sol e para a chuva, para um descanso, a pessoa que vem caminhando pela Paulista adentra o vão livre do MASP, é uma outra atmosfera. Você encontra ali paralelepípedo com a graminha crescendo no paralelepípedo, você encontra uma vista, é como se você saísse da metrópole. Todo o trabalho dela é um trabalho de luta para ser livre. Ela rompe com a ideia de escolas de pintura, quer dizer, não é um museu europeu. Ele não carrega o peso do velho continente e da academia na conquista do vão livre do MASP para toda a população, naquele edifício que se diferencia de todos os outros da Paulista. Esse projeto contém em si uma generosidade que é rara nos projetos de arquitetura. Architecte brésilienne par excellence, Lina Bobardi réalise avec le Musée d'art de São Paulo un geste politique et poétique, construisant un musée engagé, accessible et populaire. Naturalisée en 1951, elle fera le choix profond de faire de ce pays sa patrie, son nom devenant indissociable de la culture brésilienne. Ses réalisations y sont désormais de véritables références nationales, comme par exemple le Centre culturel Pompeia à São Paulo, ou encore le Musée d'art moderne de Bahia à Salvador, qu'elle dirigera d'ailleurs de 1959 à 1964. Pietro, quant à lui, dirigera le MASPI pendant 45 ans avant de prendre sa retraite en 1990. Ses successeurs feront malheureusement peu fi des qualités uniques de son musée, interdisant par exemple l'accès à cet escalier et abandonnant l'usage des chevalets de verre pendant près de 20 ans. Heureusement, vous l'avez vu, une nouvelle direction prenant la mesure de l'héritage laissé par l'architecte a finalement changé de cap en 2014. Le musée est même aujourd'hui sur le point de s'étendre, une extension prévue pour 2024 étant actuellement en chantier. L'institution, qui porte déjà le nom d'Assis Chateaubriand, en profitera pour rendre un dernier hommage à ses concepteurs en baptisant ses bâtiments Pietro et Lina Bobardi. Lina s'éteindra le 20 mars 1992, à l'âge de 77 ans, Pietro la suivant 7 ans plus tard, le 10 octobre 1999, leur musée marquant à jamais la ville de São Paulo. Restée longtemps méconnue sous nos latitudes, l'œuvre de Lina Bobardi trouvera un écho grandissant à partir des années 2010. En témoigne par exemple en France, l'exposition que lui a consacrée le pavillon de l'Arsenal en 2013, ou encore le travail conjoint mené en 2017 par l'université Sapienza de Rome et l'école d'architecture de Paris-Belleville, où étudiants et enseignants ont participé avec succès à la redécouverte de sa production. Citons enfin la Galerie du Temps du Louvre-Lens, livrée par Sana en 2012, et dont la scénographie est clairement inspirée de celle inventée par Lina Bobardi pour le musée d'art de São Paulo. Et vous, aviez-vous déjà entendu parler de Lina Bobardi ou du musée d'art de São Paulo? Qu'avez-vous pensé de cette manière d'exposer on ne peut plus originale? Dites-le nous dans les commentaires. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, partagez cet épisode et découvrez les autres vidéos que nous avons déjà faites. Allez aussi jeter un œil à nos réseaux sociaux, on y fait maintenant des formats courts que je vous laisse découvrir en attendant la sortie du prochain épisode du nouveau programme.